les années 1960, le mathématicien Gregory Chaitin conçut un nombre mystérieux qui renfermait tous les secrets des mathématiques. Toutes les démonstrations de tous les plus grands théorèmes des mathématiques, de la conjecture de Goldbach à l'hypothèse de Riemann, toutes étaient gravées dans le nombre conçu par Chaitin. Il n'y avait qu'à lire les décimales de ce nombre pour connaître tous les secrets des mathématiques. Toutefois, avant de publier son joyau, Chaitin prit le temps de vérifier que les secrets de son nombre ne seraient jamais révélés. Chaitin s'assura ainsi qu'aucun mathématicien ne pourrait jamais découvrir les mystères de son nombre et que ces mystères demeureraient donc à jamais incalculables. Vous y croyez à cette théorie du complot? Eh bien, tout ce que je viens de dire a en fait eu lieu. Le joyau de Chaitin est aujourd'hui appelé la constante oméga de Chaitin. Et cette oméga renferme bel et bien tous les mystères des mathématiques. Et même tous les mystères de toutes les mathématiques étudiées par les mathématiciens, des axiomes de Peano à la théorie ZFC, en passant par la théorie des types avec univalence. Tous les mystères de toutes les mathématiques sont quelque part dans l'oméga de Chaitin. Le seul hic, c'est qu'on sait également qu'on ne saura jamais grand-chose de l'oméga de Chaitin. Enfin, on sait que c'est un nombre entre 0 et 1, et on connaît ses quelques premières décimales, mais c'est tout. Pire que ça, Chaitin a démontré qu'on n'en saura jamais beaucoup plus. Tout ça parce que les décimales de l'oméga sont impossibles à calculer. Elles sont tout à fait bien définies, mais elles sont incalculables. Et même des arguments non calculatoires, qui s'appuieraient par exemple sur des mathématiques non constructives comme ZFC, seront incapables de déterminer plus qu'une poignée de décimales de l'oméga. L'oméga est bien défini, mais il est aussi très inaccessible pour les mathématiques usuelles. Aujourd'hui, je vais essayer de vous expliquer ce qu'est l'oméga, pourquoi il est aussi puissant et pourquoi il est aussi inatteignable. Et on va commencer bien sûr par ce qu'est l'oméga de Chaitin. De façon grossière, il s'agit tout simplement de la probabilité qu'un programme écrit au hasard soit un code qui termine. Oui, parce que quand on exécute un programme, il y a deux possibilités. Soit le programme va tourner pendant un moment, renvoyer un résultat et s'arrêter, comme par exemple un programme qui calculerait la multiplication entre deux nombres, soit le programme peut s'exécuter mais ne jamais s'arrêter. Ce sera typiquement le cas d'une boucle infinie dans le code, comme par exemple dans celui que j'ai écrit à l'écran, où à chaque étape, on remplace x par x fois 1 moins x, tant que x est positif en partant de x est égal à 1 demi. Alors là, bien sûr, j'ai donné des exemples très simples où nous autres humains sommes capables de prédire le comportement du programme. Mais parfois, deviner si un programme termine est un problème beaucoup plus difficile. Ce sera le cas notamment si, au lieu d'utiliser un langage de programmation comme Python, on écrit désormais le programme en code machine. En particulier, le langage le plus fondamental qui soit, si on en croit Turing, c'est celui d'une machine de Turing universelle. Comme on l'a vu dans un épisode de la série sur l'IA, une machine de Turing universelle est une tête de lecture relativement simple, munie d'un ruban sur lequel le code peut être écrit. Nos machines modernes, de nos téléphones à nos ordinateurs, sont de telles machines. Elles ont un microprocesseur, l'équivalent de la tête de lecture, qui va analyser l'équivalent du ruban, à savoir typiquement la mémoire vive de l'ordinateur. En pratique, toute l'information du ruban ou à l'intérieur de la tête de lecture est binaire, c'est-à-dire qu'elle correspond à l'équivalent d'une suite de 0 et de 1. On peut ainsi voir une machine à calculer comme un machin qui va analyser une très longue suite de 0 et de 1. Mais surtout, c'est dans cette très longue suite de 0 et de 1 qu'est alors encodé le programme. Et parfois, le programme ainsi exécuté va finir par s'arrêter, mais parfois, le programme va tourner en boucle jusqu'à l'infini. Eh bien, la question que posa Chaitin est la suivante. Imaginons un programme aléatoire, c'est-à-dire obtenu par un chimpanzé qui tape à chaque instant sur 0 ou sur 1, avec probabilité 1,5 pour chaque option, et ce de manière indépendante de ses précédentes frappes. L'exécution de ce programme terminera-t-elle, ou plutôt quelle est la probabilité que le programme ainsi obtenu termine? Eh bien, l'oméga de Chaitin est défini comme étant la réponse à cette question. Alors, pour les matheux, le nombre de Chaitin est plus souvent présenté via la notion de code préfixe, dont la probabilité est 1 sur 2 puissance longueur du code. On peut vérifier qu'on obtient bien ainsi une loi de probabilité sur l'ensemble des codes préfixes via notamment l'inégalité de Kraft. L'oméga de Chaitin est la probabilité qu'un programme aléatoire termine. Ok. Mais c'est quoi l'intérêt de cet oméga? Cet oméga contient-il vraiment toutes les réponses de toutes les mathématiques?
Eh bien si, l'oméga de Chaitin contient bel et bien toutes ces réponses. Et pour comprendre pourquoi, il est utile de comprendre le lien fondamental entre la démonstration et le calcul. Prenons le cas par exemple de la conjecture de Goldbach, l'un des plus prestigieux problèmes encore ouverts des mathématiques. Cette conjecture dit que tout nombre entier pair supérieur à 4 est la somme de deux nombres premiers. Par exemple, 6 peut se décomposer en 3 plus 3, où 3 est bien un nombre premier. De même, 8 est égal à 5 plus 3, et 5 et 3 sont tous les deux premiers. Ou encore 28 est égal à 17 plus 11, où 17 et 11 sont tous deux premiers. Quasiment tous les mathématiciens pensent aujourd'hui que la conjecture de Goldbach est vraie. Mais depuis 278 ans, personne n'a su le démontrer. Et donc, on n'est pas sûr que cette conjecture soit vraie. Eh bien, ce que je vais vous montrer, c'est que pour démontrer la conjecture de Goldbach, il faut et il suffit de comprendre un programme en particulier. Ce programme repose sur deux fonctions. La première détermine si un nombre P est premier, la seconde si un nombre P peut être écrit comme une somme de deux nombres premiers. Puis à chaque étape, en commençant par n égale 4, le programme va tester si n est une somme de deux nombres premiers. Si ce n'est pas le cas, alors on aura démontré l'existence d'un nombre n qui contredit la conjecture de Goldbach. Et si n est bel et bien la somme de deux nombres premiers, on passe au nombre n pair suivant en ajoutant 2 à n. Et on recommence notre boucle. Dès lors, si ce programme s'arrête, c'est forcément parce que la conjecture de Goldbach est fausse. A l'inverse, si le programme tourne indéfiniment, c'est que pour tout nombre n, on aura réussi à le décomposer en la somme de deux nombres premiers. La conjecture de Goldbach sera donc vraie. Démontrer la conjecture de Goldbach est donc bel et bien équivalent à démontrer que notre programme ne termine pas. Démontrer si le programme termine, c'est déterminer s'il existe une preuve de la conjecture de Goldbach. Ok, ça c'était pour la conjecture de Goldbach. Mais qu'en est-il d'autres théorèmes en mathématiques? Peut-on vraiment démontrer l'hypothèse de Riemann ou des théorèmes des mathématiques non constructives en étudiant si des programmes terminent? Eh bien, je vais peut-être vous surprendre, mais c'est en fait pour répondre à cette question précise que la science de l'informatique a été inventée, que ce soit par Alonzo Church ou par Alan Turing. Turing en particulier voulait réduire les mathématiques à un problème de terminaison d'algorithmes. Et guess what? Il y est parvenu. En 1936, Turing a démontré que les mathématiques n'étaient rien d'autre qu'une branche de l'algorithmique. Pour y arriver, Turing a étudié un programme très simple. Ce programme prend en entrée une représentation binaire d'un théorème à prouver. Il vérifie d'abord que le théorème est syntaxiquement valide, puis il va parcourir l'ensemble de toutes les preuves et tester pour chaque tentative de preuve si elle prouve vraiment le théorème en question. Si une tentative de preuve prouve le théorème, alors le programme s'arrête. Sinon, il continue. Il s'agit bien là d'un programme parfaitement exécutable car les fonctions syntaxe et prove ont été parfaitement spécifiées par des logiciens avant Turing, notamment dans le cadre de la logique formelle. Quant à l'ensemble proof des preuves mathématiques, il s'agit bien d'un ensemble dénombrable qu'on peut parcourir sans en manquer un seul. En effet, il suffit de commencer par toutes les preuves d'une ligne, puis toutes les preuves de 2 lignes, puis toutes celles de 3 lignes, et ainsi de suite. La remarque cruciale de Turing, c'est que ce programme terminera si et seulement si le théorème a une preuve. Vous voyez pourquoi? Et oui, si le théorème a une preuve, alors il viendra un moment où le programme s'attaquera à cette preuve, il découvrira alors que cette preuve prouve le théorème et il s'arrêtera. Cependant, si le théorème n'a pas de preuve, le programme ne cessera jamais de chercher cette preuve inexistante car l'ensemble des tentatives de preuve est infini. Ainsi, déterminer si ce programme termine, c'est déterminer l'existence d'une démonstration du théorème T. Or, l'oméga de Chaitin encode en son sein la terminaison de tous les algorithmes. En fait, il suffit de connaître les n premiers bits de l'écriture en base 2 de l'oméga de Chaitin pour savoir si les programmes de longueur n terminent ou non. Donc, en connaissant suffisamment les bits de l'oméga de Chaitin, il est possible de comprendre la terminaison de programmes de faible longueur. Or, le programme que l'on vient de décrire est particulièrement court. Du coup, la vérité de tout théorème mathématique peut être déterminée à partir d'un nombre relativement faible de bits de l'oméga de Chaitin. L'oméga contient bien tous les mystères de toutes les mathématiques. Alors, bien sûr, comme vous l'aurez deviné, il y a tout de même un hic dans cette histoire. Vous voyez lequel? Bien sûr, le problème c'est que l'oméga de Chaitin ne peut pas être calculé. Pire que ça, il existe un énième bit de l'oméga qui ne peut pas être calculé pour une valeur malheureusement assez faible de n, peut-être disons n autour de 100. En fait, même en admettant ZFC, on ne connaît aujourd'hui que les 40 premiers bits de l'oméga, à savoir 0,00010 et ainsi de suite. Je ne vais pas dire tous les chiffres que l'on connaît de l'oméga, c'est quand même pas mal. Ceci fait environ 0,062754120,9. Il s'agit là
à peu près de la probabilité qu'un programme tiré au hasard termine. Et c'est déjà vraiment pas mal comme approximation, mais c'est en fait insuffisant pour exploiter les mystères de l'oméga pour résoudre des mathématiques. Les secrets des mathématiques sont enfouis un peu trop profondément dans les décimales de l'oméga. Et malheureusement, on sait que cela restera à jamais le cas. En effet, Grigori Chaitin a démontré que peu importe les mathématiques qu'on développe, pourvu que l'ensemble des axiomes soient calculables, nos mathématiques ne pourront qu'égratigner la surface de l'oméga. L'oméga restera à jamais mystérieux. Et ça, c'est à la fois frustrant et incroyablement fascinant. La dernière fois, on a parlé de l'existence du hasard et ce que l'épistémologie quantitative, qui est l'informatique, permet de dire à ce sujet. Et Geoffroy fait remarquer que les informaticiens mettent souvent en avant une certaine mesure du degré de hasard dans une information, dans des données, qu'on appelle la complexité de Kolmogorov, qui, fun fact, a été inventée d'abord par Solomonoff et avant d'être inventée par Kolmogorov. Et étant moi-même un énorme fan de Solomonoff, je vais appeler ça la complexité de Solomonoff. Kolmogorov est cool aussi, il a quand même inventé les axiomes des probabilités. Mais bon, rendons à Solomonoff ce qui appartient à Solomonoff. Et donc cette complexité de Solomonoff, elle décrit la compressibilité d'un ensemble de données. Et intuitivement, si les données sont extrêmement compressibles, alors c'est qu'elles contiennent très peu de hasard. Inverse, si elles sont très peu compressibles, c'est que finalement la meilleure description des données est de décrire les données elles-mêmes. Et ça, c'est ce qu'on aurait si les données étaient purement aléatoires. Et pour en savoir plus, je vous renvoie notamment vers la vidéo que j'ai faite sur la profondeur logique de Bennett, qui est également un peu liée à toutes ces histoires. Alcide de Dragon suggère que peut-être que le hasard serait la différence entre deux univers s'ils étaient rebootés. Sauf que bien sûr ça pose la question des conditions initiales, notamment de l'univers. Et alors il serait tentant de dire que si l'univers contient un hasard fondamental, alors même avec les mêmes conditions initiales, l'univers aurait plusieurs futurs possibles. Mais il faudrait faire un petit peu gaffe quand on dit ça, parce que en fait le hasard fondamental ici pourrait en fait être encodé dans des bits secrets. Donc typiquement quand on imagine une machine de Turing capable de tirer du hasard, une façon de le faire c'est de considérer que la machine de Turing dispose de ces données de base, mais elle a accès à côté de ça à un autre ruban qui contient un ensemble de bits qui ont été pré-tirés de façon aléatoire ou qui suivent des lois du hasard. Et du coup, à chaque instant, cette machine de Turing pourrait tirer au hasard des données de ce ruban contenant l'aléatoire. Et si on considère que cet autre ruban aléatoire, finalement, en tout cas les parties utilisées de cet autre ruban, font partie de l'univers, et j'ai envie de dire pourquoi pas, alors le comportement de l'univers avec ce ruban en plus serait complètement déterministe et serait indiscernable d'un univers qui serait vraiment fondamentalement aléatoire. Du coup, la question de si on rebootait l'univers, est-ce qu'on obtiendrait des univers différents, reviendrait à la question de est-ce que les bits tirés de façon aléatoire pour booster cet univers seront les mêmes dans les deux univers, et finalement si ces bits juste préexistent et sont ajoutés à la bande originale de la machine de Turing universelle, eh bien il serait beaucoup plus naturel de dire que en fait, ces bits supposément aléatoires font partie de l'état initial de l'univers. Je ne sais pas si c'était ultra clair ce que je viens de raconter, mais en gros, l'idée fondamentale, c'est que le hasard peut être décrit comme faisant partie de notre univers, et auquel cas il n'y a plus de hasard fondamental. Et comme les deux modèles sont complètement isomorphes, en tout cas d'un point de vue observationnel, il n'y a absolument aucune façon de faire la différence entre un univers fondamentalement aléatoire et un univers purement déterministe. Hey, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. La prochaine fois, on va continuer un peu dans le monde merveilleux de l'informatique théorique avec un autre paradoxe que je vais appeler le paradoxe de Schiphol, du nom du mathématicien qui me l'a présenté. Et c'est un paradoxe qui, vous verrez, est à la fois très simple mais également assez fascinant, qui va nous amener petit à petit à parler de Solomonoff. Si vous avez aimé cette vidéo, pensez à la liker, à la commenter, à la partager, pensez à vous abonner pour ne pas manquer les futurs épisodes. Merci au tipeur pour leur don et j'espère que vous serez là la prochaine fois. There's one called the Chai-Lin constant. I'll have to double check I got that right. Chaitin. Vaguely speaking, it's the probability for a certain way of writing a computer program. If you generate a computer program at random, if it will run and come to a stop, right? And that probability is a naive way of describing it, and it depends on how you write a program. So in fact, there are lots of these constants, but we know they're all out here. The only way to get them is to work out every single digit individually. There's no equation, no algorithm that spits it out. It's an uncomputable number, and they're so mysterious and hard to understand at the fringes of our comprehension of numbers, but they're out there. We do the following, if you imaginary experiment. We collect all the true
all the true sentences about the digits of omega, right? How many do they have? Infinitely many. How many Zermelo-Fraenkel can prove? Finitely many. So the most powerful system for mathematics is not able to reveal more than finitely many bits of this number.